Les jours défilent. Nous sommes au mois de juin 2021 lorsque je rédigeais les 2e, 3e et début du 4e chapitre. La vie en communauté est fascinante parce que, tôt ou tard, un mode de communication se met en place. Globalement, ma maman occupait le salon et j'occupais ma chambre. La pièce que nous occupons le plus en commun est la cuisine. Pour y accéder, il fallait emprunter, comme d'habitude, le couloir, la zone de la maison où nous sommes susceptibles de nous croiser. Comment faire pour s'éviter? Sans se concerter, nous avions eu la même idée à peu près en même temps. Faire claquer les portes en entrant dans notre salle respective. En fonction du lieu de l'émission du bruit, nous savions où nous nous trouvions. Le système se complexifie. En fonction des horaires, nous savions à quel moment aller et sortir d'une pièce pour regagner le salon ou la chambre. Parfois, je me servais du minuteur du four ou du lave-linge pour savoir combien de temps restant je disposais avant de lui libérer la cuisine. J'avais ce souci de ne pas l'interrompre dans son activité en cours d'exécution, toujours dans l'idée de simuler au mieux un voyage. Le système était plus sophistiqué mais ne comprenait pas les toilettes. Mais nous y avons pensé pour perpétuer les passages alternatifs en faisant d'abord claquer la porte avant de sortir. Je connais ses horaires de travail et quand elle vaque à ses occupations. Le samedi matin, il lui prenait l'envie de se promener désormais. C'est aussi le samedi matin ou le vendredi soir que je plaçais mes écrits sur la table du salon. Nous entretenions à ce moment une relation épistolaire. Confiant, il m'arrivait de sortir et de rentrer à la maison avec le vélo. J'ai aussi récupéré une commande en ligne sans croiser personne depuis le hall de l'immeuble. Incroyable! Cette commande n'est autre que l'ordinateur que j'utilise actuellement, Huawei MateBook D14, pour continuer ma formation de développeur web. Cet ordinateur ne cesse d'être une source d'encouragement pour mes projets. Communication, ponctualité, occupation. Sans plus tarder, entamons le 2e chapitre des raisons d'être, le comportement. Qu'est-ce qui différencie et qu'est-ce qui unit le comportement et la personnalité? La personnalité est un sujet développé dans les œuvres de la chaire chapitre 3. Le comportement est l'attitude adoptée avec référentiel. Cette attitude compte pour environ 50% de notre identité. Et la personnalité est l'attitude adoptée sans référentiel. Elle compte pour environ 1/4 de notre identité. Le dernier quart est le développement personnel couplé avec les externalités, c'est-à-dire le potentiel à évoluer par soi-même. Si je ne les ai pas séparés, c'est parce que la personnalité d'un côté et le développement personnel et les externalités d'une autre part forment une symbiose et s'alimentent mutuellement. Maintenant, si tu te souviens ce qu'est la personnalité, quelle est la ressemblance avec le comportement? Réponse, le cheminement. Tout commence par des sentiments qui vont créer des émotions et enfin nous aurons d'une part la personnalité et d'une autre part le comportement. Comment je me comporte? Cette diapositive est un modèle que je t'invite à reprendre si tu n'arrives pas à répondre à la question « Qui suis-je ?» Trouve 2 qualificatifs sur ce qu'on dit de toi et trouve 2 qualificatifs sur ce qu'on ne perçoit pas en toi. À la fois, j'ai répondu à mes questions et à la fois, les réponses font office de sommaire. Voilà ce qui va suivre. La jalousie, elle s'exprime de 2 façons. Il y a la jalousie orgueilleuse et la jalousie idolâtre. Explication dans les œuvres de la chaire au chapitre 6. Précédemment déjà défini, voyons maintenant la nuance avec la convoitise, afin de ne pas tout confondre. En faisant l'appréciation des 3 tirets ci-contre, on peut dire que la jalousie cherche la réciprocité, la jalousie a déjà acquis auparavant, ce qui laisse sous-entendre dans le cadre de la jalousie que le désir
est l'histoire d'une relation. Et la jalousie ne s'approprie pas uniquement par intérêt. Donc moi, personnellement, j'ai tendance à idolâtrer et à m'arrêter que lorsque j'atteins une limite réversible. C'est-à-dire que je suis têtu jusqu'à ce que je réalise que si je continue, je ne pourrai plus retourner en arrière et donc je vais courir à ma perte. La gentillesse. Comme nous avons coutume de le faire, opposons la gentillesse à la sagesse et non à la méchanceté. Explication dans les œuvres de la chair au chapitre 5. Ajoutons des précisions qui ne sont pas des moindres et qui permettront de mieux comprendre la suite. La sagesse sait écouter l'inaudible, sait observer l'invisible et sait sentir l'inodore. La sécrétion de stress positif est la concrétisation de la sagesse. La gentillesse est-elle une addiction? Selon moi, oui, tout à fait. Et elle est même une expression de notre ego. En m'appuyant sur les mots en gras, la gentillesse est partiale, injuste, impatiente et craintive. De la tristesse se dégage quand nous nous sentons dans l'incapacité d'apporter le confort et la satisfaction d'autrui. Nous pouvons nous sentir méprisés parce que ces apports récurrents donnent cette sensation d'être acceptés et intégrés. Le stress. Voyons la définition de ce mot selon le dictionnaire Le Larousse. C'est un mot anglais qui veut dire « ensemble des perturbations biologiques et psychiques déclenchées par le cerveau ». Il stimule la sécrétion de corticoïdes et d'adrénaline par les surrénales. Il s'ensuit une activation générale non spécifique favorable à la défense de l'organisme. Un stress intense ou prolongé peut être source de divers troubles. Intéressons-nous à la section 1 de la définition. Le stress est, d'un aspect animal, le fait de se sentir en danger ou menacé. Aussi, il existe 3 façons d'agir en conséquence à cette substance et qui manifestent la sensibilité de l'individu. L'expression, la fuite et la rétrogradation. Intéressons-nous à la section numéro 2 de cette définition. Remarquons que le danger, la menace et même le risque sont les 3 motifs valables pour se valoriser et gagner en sagesse. Donc pour éviter l'ambiguïté, c'est pas parce que tu es en danger ou menacé que tu vas forcément gagner en sagesse, mais la sagesse s'acquiert avec le danger, la menace et le risque. Si on ajoute les émotions, ces derniers vont continuer à alimenter le stress progressivement et on obtiendra de la gentillesse. Il est possible que j'ai banalisé et accepté des choses que je ne supporte pas, soit parce que je ne sais plus discerner le problème, soit parce que je serais incompris. Tels sont les mots que j'ai adressés à ma maman lorsqu'elle me posait la question « Pourquoi tu ne me dis rien ?» Restons fidèles au même dictionnaire pour définir cette fois-ci les addictions, du latin addictus qui veut dire qui s'adonne à. Comportement répétitif plus ou moins incoercible et nuisible à la santé. Que veut dire incoercible? Ça veut dire qu'on ne peut réprimer. Et qu'est-ce que ça veut dire réprimer? Ça veut dire arrêter la manifestation, le développement d'un sentiment, d'une parole, d'un geste. Empêcher par la contrainte le développement d'une action jugée dangereuse. Autrement dit, on voit le danger, mais on ne peut pas s'empêcher de continuer à reproduire une chose comme si nous étions voués à la fatalité. Pour clarifier les choses, j'ai écrit des mots-clés, répétition, continu, contrainte, action jugée dangereuse. Je remets ces mots en haut pour ne pas être perdu parce que, comme tu peux le voir, j'ai beaucoup écrit. Au premier abord, ce qui va devenir une addiction peut être jugé dangereux à court terme. Une addiction est souvent le fruit d'une blessure morale que nous n'avons jamais traitée ou pas traitée à échéance. L'addiction est donc un problème qui vient résoudre un problème. La promesse des monts et merveilles, or, c'est la montagne qu'il faut jeter dans la mer. Qu'importe notre environnement, si nous adhérons de notre gré à une addiction, il n'en tient qu'à notre volonté de s'en substituer en sortant de notre zone de confort.
L'addiction est relative à la toxicomanie. Deux bonnes personnes peuvent aussi former une mauvaise relation ou une relation qui se détériore périodiquement ou progressivement de façon irréversible. Je ressens parfois le besoin de bousculer les habitudes et d'être imprévisible pour éviter de vivre de dépendance. Les addictions s'opposent au stress, alors je bouscule les habitudes par de grandes doses d'adrénaline. Les craintes et les habitudes. Pareil, ce sont des choses que j'ai parlé dans les œuvres de la chair, mais sous un autre angle. Cette diapositive est synthétique parce que la version originale tient sur 4 pages d'écrit. On a tous commencé par quelque chose sans se soucier du lendemain. Un jour, une collègue disait « Je ne sais pas par où commencer ». Et moi, j'arrivais en disant « Mais tu ne disais pas ça à la naissance ». Il faut comprendre qu'on a tous commencé par faire quelque chose sans se soucier du lendemain. Un jour, on l'a même acquis et achevé et on ne se souvient plus ô combien cette chose était difficile à faire au début. Et puis, on ne l'aperçoit plus comme un sujet à éviter. Une habitude s'est installée et on ne la craint plus. L'obsession de tout qualifier de positif ou négatif est problématique. Prenons l'exemple du cœur. Ni les compliments, ni les calomnies ne veulent l'empêcher de prendre sa pause. Il n'a pas besoin non plus de faire de sa pause quelque chose de positif ou négatif. Sinon, des croyances peuvent naître. Ne pas donner de qualificatif va donner un aspect agréable à cette pause. Le problème est cette obsession à tout commenter, définir et juger pour se donner des impressions et des sensations. Mais ne t'y trompe pas. Les autres organes vont continuer à aimer le cœur tel qu'il est. Pas d'habitude, pas de crainte. C'est en cela que l'amour est parfait. La réussite n'existe qu'en étant la finalité de la succession d'échecs. Si tu as bien suivi, je développe une partie des œuvres de la chair, chapitre 3 et chapitre 6. La réussite est un talent, donc pour rappel, une qualité travaillée. Par exemple, tu ne dis pas « j'ai réussi à respirer ». C'est un don, c'est inné. À moins que tu aies eu des problèmes respiratoires et que tu aies retrouvé ton souffle. La victoire comme la défaite sont des traces indélébiles de ton passé, alors que la réussite, il n'y a de défaite que si tu abandonnes. Heureux celles et ceux qui échouent parce que la réussite et donc la victoire leur appartiendront. Je précise aussi que dans le cas d'une compétition, il y a un vainqueur et un perdant, mais tous les deux ont réussi à être inscrits dans la compétition. Les craintes combinées aux habitudes forment petit à petit et irrémédiablement un esprit d'esclavage à partir d'un certain stade et sans suffisamment de volonté. L'esprit d'esclavage est le découlement du complexe d'infériorité qui consiste à se dévaloriser au point même de dénigrer sa propre communauté. Le sentiment d'insécurité qui est l'expression de l'anxiété, au point même de devenir superstitieux d'ailleurs, et le sentiment d'être redevable, à distinguer du sentiment de reconnaissance parce que nous éprouvons de la culpabilité lorsqu'on nous offre quelque chose. Si on devait tout récapituler par un schéma, voilà ce que ça donne. On constate que tout part premièrement des sentiments. Ils s'excitent les uns les autres, ils s'accumulent pour former des émotions, ou bien conformément à la définition du Larousse, les sentiments peuvent dériver en sensations et en impressions, sans passer par les émotions. En toute cause, les capitaux de sentiments, donc les émotions, les sensations et les impressions, à force de concentration dans le temps, finissent par produire un choc émotionnel, qui va dériver en choc négatif ou bien en choc positif, et une boucle se forme. On constate que ce sont les référentiels, donc le comportement et la personnalité, qui ont le plus de flux. Il y a 4 flèches qui sortent, mais 3 flux sortants, et un flux entrant, c'est l'environnement.
Autant un cercle vertueux peut se former en partant directement vers le choc positif ou en passant par la sagesse, puis l'environnement et retour au référentiel, qui peuvent à leur tour créer des sentiments, faire un choc émotionnel et on repart vers le choc positif, ou bien un cercle vicieux qui se forme. Si tu regardes bien en bas, il y a donc le référentiel, des craintes qui forment un choc négatif. Ça va agir dans l'environnement va agir sur le référentiel et une boucle peut se former aussi de cette façon. Tout finit par se transformer et tout peut évoluer selon le cours des choses. Prochainement, nous aborderons le sujet de la 7e partie de ce chapitre en détail, les addictions. Si tu veux laisser un commentaire, je t'invite à utiliser une des références qui s'affiche à l'écran. Cela permettra aux uns et aux autres de mieux s'y retrouver et de mieux comprendre ce qui a été partagé. Regarde bien car dans ce générique de fin, j'y ai laissé des indices. À ton avis, quelles sont mes 3 addictions? Je préfère mettre en garde, âme sensible, vous êtes avertis, car le 3e chapitre des raisons d'être est interdit aux moins de 16 ans. Et non, je ne rigole pas. Sérieusement, vous n'êtes pas prêts pour la suite. En attendant, eh bien, que dire de plus? Porte-toi bien et comporte-toi bien.